Raphaël Jacob, Catherine Loubier, Michel Sauger, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. On ne peut pas ne pas parler de ce divorce retentissant entre Donald Trump et Elon Musk, même s'il n'y a pas eu tant de nouveaux développements aujourd'hui. Il y a quand même cette une qu'on va aller voir ensemble du New York Post qui dit à peu près tout. I hate my ex. Vous voyez les deux photos. Puis tout au bas, on voit Big Beautiful Breakup. Je pense que tout y est, n'est-ce pas, Raphaël? Absolument. Le New York Post est tellement doué pour les unes saisissantes. Écoutez, sur une note de gratitude pour commencer cette fin de semaine, à 41 ans, je suis ravi de pouvoir vous confier que je n'ai jamais vécu de relation se désintégrant de façon aussi violente en l'espace de 90 minutes. Donc, ça c'est dit. De façon La gratitude, hein? C'est bon. De gratitude, c'est le mot. De façon plus sérieuse, la question qu'on pose beaucoup depuis hier, c'est de savoir à qui est-ce que ça nuit davantage? Parce que c'est une évidence que ça n'aide personne entre M. Trump et M. Musk, et de façon beaucoup plus large, l'administration de M. Trump. Lorsqu'on a posé la question dans les derniers jours, la firme YouGov l'a fait auprès des électeurs et des électrices républicains et républicaine, à savoir entre M. Trump et M. Musk. Si vous aviez à choisir derrière lequel des deux est-ce que vous rangeriez, la réponse est assez claire. Trump, 71 Musk, 6 Une fois que ça s'est dit, ça ne veut pas dire que s'il continue sur cette voie-là, Musk ne peut pas faire mal, ne serait-ce qu'à la marge, au président américain. Vous savez, pour en citer un ancien, là, vous allez pardonner la vulgarité, c'est une citation exacte. Lorsqu'on avait demandé à Lyndon Johnson, l'ancien président dans les années 60, pourquoi il gardait près de lui le directeur, le fameux directeur du FBI de l'époque, M. Hoover, M. Johnson avait répliqué: vous savez, c'est mieux de le garder à l'intérieur de la tente pour qu'il pisse à l'extérieur que de l'avoir à l'extérieur en train de pisser à l'intérieur. C'est un petit peu la même chose, je vous soumettrais, qu'on a présentement avec M. Musk, et c'est pas pour rien que l'entourage du président, incluant sa porte-parole qui, de façon normale, disons, ne manque pas de vivacité pour ce qui est d'attaquer les adversaires politiques de son patron, Mme Leavitt, en entrevue encore dans les dernières heures, y allait, somme toute, avec des gants blancs pour parler de M. Musk. Donc, où est-ce que ça s'en va? Très bonne question, mais c'est sûr que ça fait des dommages, ne serait-ce que d'un point de vue réputationnel dans le court terme. Michel? Ce que je remarque le plus dans ce divorce-là, c'est les circonstances. Pourquoi ils se sont chicanés? Essentiellement parce que le président a voulu retirer la nomination d'un ami de M. Musk comme directeur de la NASA. Quel est le contracteur le plus important de la NASA comme firme privée? Bien sûr, c'est SpaceX, la firme de M. On est en plein conflit d'intérêts, là. Mais ça a l'air de déranger personne dans le divorce qui nous occupe. Mais ça donne un exemple d'une part, du sérieux de la relation et d'autre part, de la façon dont les choses se passent à la Maison-Blanche de M. Trump. Les conflits d'intérêts, c'est pas trop grave. Les gens qui sont peut-être pas compétents, mais qui ont des bons amis à de bonnes places, c'est correct. À un moment donné, là, et M. Musk qui dit non, tu vas garder mon ami parce que c'est mon ami, puis il est mon sous-contractant. Ça n'a pas aucun... je suis son sous-contractant, plutôt. Ça n'a pas aucun sens, mais c'est là qu'on est rendu dans l'administration Trump. Catherine? Oui, Michel a tout à fait raison. C'est là où j'allais, mais il l'a très bien dit. Alors, tu sais, je pense que c'est le culte de M. Elon Musk, qui est l'homme le plus riche de la planète, versus l'homme le plus puissant de la planète, le président des États-Unis. Je ne sais pas si c'est un divorce total ou ce sera une bonne chicane, une chicane avec des gros mots. Hein? Ils font pas dans la dentelle, ils se sont trouvés dans un ring de boxe. Là, c'est tout à fait leur genre. Là. Hein, les deux titans, les deux gros égaux. Alors voilà à quoi on assiste. En fait, il y a eu une escalade. On a parlé, oui, bien sûr, du poste à la NASA de l'ami de Elon Musk, mais il y a aussi toute cette histoire de budget. Monsieur Musk, en fait, est rentré là pour couper 2 trilliards, on disait pendant la campagne. Finalement, 1 trilliard aurait été identifié. Il sort de là avec le soutien de M. Trump, un événement pour son départ. Et tout à coup, il y a 2 trilliards qui s'ajoutent au déficit. Pour quelqu'un qui est fiscalement conservateur, qui est républicain dans le fond du cœur, c'est pas correct, là. Et on ne grossit pas de la taille de l'État comme ça. Avec des promesses à gauche, à droite. C'est ce qu'il pense, Elon Musk. Mais il n'est pas tout seul. Il y a beaucoup d'Américains qui pensent ça aussi. Ça les achale, ce 2 trilliards de déficit supplémentaire qui porte le déficit, je pense, à 6 trilliards. Même aujourd'hui, notre cher ami, M. Navarro, est ressorti. Dans ces moments-là, on le ressort. Et là, il a dit
non, moi, je vous dis, le plan du Big Beautiful Bill, ce sera un plan qui donnera une position fiscale avantageuse aux États-Unis. Donc, moi, dans ce sens-là, M. Musk s'est choqué, il a pris le camp de ce en quoi il croyait, puis aussi, il retourne à ses entreprises, il doit montrer que il est allé là pour faire le job pour lequel il a laissé 5 grosses compagnies un peu s'en aller, pas à la dérive, là, mais il y a quand même des gros problèmes avec ces compagnies en ce moment. Oui, des grosses pertes. Et c'est là, rapidement, qu'il y a une différence, une parmi plusieurs différences fondamentales, pour toute leur ressemblance superficielle, pour ce qui est des égos, etc., entre M. Musk et M. Trump. M. Musk, de tout ce qu'on en comprend, est vraiment allé dans cet effort de réduction des dépenses avec une sorte de ferveur idéologique. Il croyait véritablement. M. Trump, et je le dis de la façon la plus polie possible, n'est pas tout à fait, lorsqu'il est question de politique publique, un homme de conviction, à quelques très, très rares exceptions près. Et le bas blesse vraiment. Donc, on parle depuis 24 heures, et évidemment, compte tenu de la nature des attaques, surtout de M. Musk à l'endroit de M. Trump, c'est normal qu'on parle de l'aspect personnel de la chose. Mais d'abord et avant tout, on en parlait ensemble à l'émission, pas plus tard qu'il y a une semaine, c'est un désaccord idéologique à la fois profond et complètement irréconciliable, par rapport auquel Trump semble, somme toute, assez indifférent. Qu'on contribue ou non à faire exploser le problème d'endettement public aux États-Unis, si lui, ça lui donne une victoire politique dans le court terme, une espèce de grande cérémonie de signature de loi pour le 4 juillet, ça va être très, très secondaire. C'est quoi les dangers pour Donald Trump de ce divorce public, de cette séparation publique? Parce que Elon Musk en sait quand même pas mal sur l'administration actuelle, non, Michel? Je pense pas que ce soit ça le danger pour M. Trump. Je pense que, en fait, il n'y a pas beaucoup de danger pour M. Trump. Vous parliez d'un sondage tout à l'heure, 7 des gens qui prennent pour M. Musk dans cette affaire-là. Je pense pas que ce soit un très grand danger. Le danger est plus large. Le danger, c'est que M. Trump a comme voté avec ses pieds en disant le déficit, ce n'est pas important pour moi. Il y a une partie du Parti républicain et du mouvement MAGA qui dit non, c'est important cette affaire-là. Et ça, à terme, ça peut être un problème, ça peut être aux élections de mi-mandat ou après, mais il y avait quelque chose, il y avait un équilibre à faire entre couper dans le gouvernement et avoir un déficit sous contrôle. Le One Big Beautiful Bill a tout changé ça. Et là, M. Trump se retrouve dans un des deux camps alors qu'il essayait de faire le pont entre les deux. Est-ce que ça met certains républicains dans une situation délicate? J.D. Vance, entre autres, Catherine? Oui, bien, au début, j'ai pensé peut-être que, tu sais, bon, tout n'est pas surpensé, mais parfois ça l'est, là. Je me suis dit, ça donne une manière pour le Sénat de couper dans le Big Beautiful Bill, de laisser aller certaines promesses électorales qui coûtent trop cher. Mais c'est sûr que pour monsieur, moi je pense qu'il y a ce qu'on doit lire là-dedans, là, juste pour revenir un petit peu au Canada, c'est pas parce que M. Trump a dit de M. Carney qui était extraordinaire que ça va durer. C'est une leçon aussi pour ce qui s'en vient au G7 pour moi. Je pense plus à ça qu'à J.D. Vance. Je pense que J.D. Vance, c'est le numéro 2 de M. Trump, puis il va continuer à vouloir, peut-être pas minimiser, mais qu'on tourne la page et puis qu'on passe à autre chose, puis qu'on passe le Big Beautiful Bill et qu'on puisse livrer sur les promesses électorales. Mais ça en dit beaucoup, comme disait Michel, sur ce qui se passe dans cette Maison-Blanche et que d'être un ami aimé par le président Trump une journée n'est pas garant de la journée suivante. Donc, à suivre pour l'avenir entre les relations de M. Carney avec M. Trump. Raphaël? Très bien dit. La seule chose que j'ajouterais, c'est que sur le fond, encore une fois, lorsqu'on laisse les questions de personnalité, de concours de personnalité de côté, exact, et d'ego, surtout dans ce cas-ci, sur le fond, lorsqu'il est question de ce fameux projet de loi-là, on sait qu'il est présentement à l'étude au Sénat. On sait que les démocrates, pour le défaire, vont avoir besoin d'au moins 4 sénateurs républicains qui s'y opposeraient. Il y en a un qui, à moins d'une énorme surprise à ce stade-ci, semble pratiquement assuré de voter contre, M. Paul du Kentucky. Ça en prendrait 3 autres de plus. Donc, la question qui va se poser, c'est de savoir, est-ce que M. Musk, non seulement s'il continue sur cette voie-là, mais s'il va trouver des appuis dans la société civile, entre guillemets, dans les médias sociaux, chez les partisans, certains des plus importants du mouvement trumpiste, est-ce qu'il peut aller en chercher 2, 3, 4 autres? Présentement, la réponse est non.
À plus long terme, on verra. Mais c'est sûr que ça vient ajouter un point de pression dans la Maison-Blanche. N'avait pas besoin, même si Michel le mentionnait, s'il y en a un des deux qui est plus susceptible de perdre, entre guillemets, politiquement de cette affaire-là, c'est M. Musk, beaucoup plus que M. Trump, même si on s'entend dans les deux cas, les deux n'ont pas besoin de leur emploi actuel. Leur pension de vieillesse, là, est-ce qu'elle est assurée? Je pense que c'est correct, oui. Michel qui a disparu, on a perdu la communication. On va essayer de la rétablir. Là. On va retrouver Michel, bien sûr. Qu'est-ce qui arrive si le Big Beautiful Bill, ça ne passe pas au Sénat, Catherine? Je pense que ça va passer, mais ça me surprendrait beaucoup que ça passe pas parce qu'il y a des obligations, des engagements budgétaires qui aillent de l'avant pour faire fonctionner le gouvernement, mais je pense qu'il peut être dilué. C'est pas parce qu'on a dit pas de taxe sur les types et pas de taxe sur les heures supplémentaires que les deux mesures doivent passer. C'est des mesures qui sont extrêmement coûteuses pour l'administration Trump et c'est là, je pense, qu'on va voir des changements, là, puis ça met la table à ça, en fait, encore plus, là, je pense. Et là-dessus, ce qui va être fascinant, on n'en a presque pas parlé cette semaine, mais John Thune, qui est le leader républicain de la majorité, donc en principe le sénateur le plus important à Washington, a dit publiquement qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour faire le moins de changements possible au projet de loi, en réalisant qu'on doit le renvoyer après ça à la Chambre des représentants et que la première fois, ça a passé par une marge d'un seul vote. Ça, c'était avant l'espèce de prise de bec entre M. Trump et M. Musk. C'est là que l'intervention de Catherine devient intéressante. C'est-à-dire, est-ce que ça contribue pas nécessairement à torpiller dans le court terme devant le Sénat le projet de loi, mais à faire en sorte qu'on y pose plusieurs changements qu'on n'aurait peut-être pas mis en premier lieu? Parce que si on le fait, ça complique potentiellement davantage le passage une deuxième fois à la Chambre des représentants. Donc, on n'est pas là. Jusqu'à un certain point, il y a de la spéculation, mais ce sont des questions qu'on posait moins il y a 48 heures avant que les choses dégringolent de façon, encore une fois, aussi spectaculaire que ça. Et là, on est spectateurs de ce divorce spectaculaire, mais on n'est pas les seuls. On va aller voir la publication sur X de Dimitri Medvedev, l'ancien président russe, qui lui dit « Nous sommes prêts à faciliter la conclusion d'un accord de paix entre D et E, donc Donald et Elon, pour une somme raisonnable, et à accepter des actions Starlink en guise de paiement. Ne vous chicanez pas, les gars. » Ça vous fait sourire, Catherine? Oui, ça me fait sourire, mais Dimitri Medvedev est très sarcastique et il a un humour noir, mais c'est aussi un grand tyran. Donc, il en profite. Il en profite pour entrer dans ça et il a dit des choses sur Twitter dans la dernière année qui sont complètement inacceptables. Donc, c'est vraiment c'est quelqu'un de dangereux. Mais tout ça pour dire, ce qui s'est dit, c'est allé assez loin aussi. Là, quand M. Musk a dit la raison pourquoi les documents de Epstein ne sont pas sortis, c'est parce que vous êtes dedans. Loin, avec vos tarifs, vous allez créer une récession. Je dirais, et l'autre, M. Trump, qui menace de couper à peu près 48 milliards de subventions et de programmes aux entreprises d'Elon Musk. Ils sont allés loin, là. Franchement, c'est incroyable. Ils auraient pu arrêter à un moment donné sur X, sur les réseaux sociaux. C'est vraiment... on regarde le genre d'image qu'on voit maintenant, là. C'est un ring de boxe, véritablement. On a beaucoup parlé, on va passer à un autre sujet, on a beaucoup parlé de Kilmar Abrego Garcia. On se souvient de cet Américain qui avait été expulsé au Salvador. Une cour fédérale avait dit, bien là, il faut que l'administration facilite son retour au pays. Il n'aurait pas fallu l'expulser. Bien là, on apprend de Pam Bondi que Kilmar Abrego Garcia, il a été ramené aux États-Unis. Il va devoir faire face à 2 accusations, mais aux États-Unis, Raphaël. Absolument. Pam Bondi étant la procureure générale des États-Unis. Ce qui est sans doute, je dis bien sans doute, un bon coup à la fois d'un point de vue constitutionnel et d'un point de vue politique pour l'administration de M. Trump, dans la mesure où constitutionnellement, c'était un des dossiers, une des causes les plus controversées parce qu'on accusait jusqu'à un certain point, à raison, M. Trump et ses conseillers d'escamoter, de peut-être même contourner les ordonnances de la justice américaine. Là, on ne peut plus vraiment tenir ce discours-là parce qu'il est de retour en sol américain. Et d'un point de vue politique, de façon extrêmement importante, ça va devenir assez problématique, assez malaisant pour les démocrates qui avaient un argument démocratique à faire lorsque le type était gardé en prison au Salvador. À partir du moment où on le retourne aux États-Unis et que là, on commence à parler davantage du fait qu'on l'accuse de trafic humain, de pédophilie, d'avoir été complice dans des meurtres de gang, est-ce que c'est vraiment sur ce type-là qu'on va vouloir continuer à se coller au sein du parti adverse, de un, et de deux, on fait en sorte qu'on transforme cet enjeu-là, qui en était devenu un en énorme partie, encore une fois, de démocratie et de constitution, de respect des normes démocratiques,
un enjeu non seulement de sécurité publique, mais de migration. Et M. Trump est rendu impopulaire sur à peu près tous les enjeux majeurs, sauf les questions migratoires où il demeure populaire. Donc c'est un calcul qu'on a fait à la Maison-Blanche. Ça semble être un calcul, absolument. Tout au moins, c'en est un qui me semble bénéfique, au moins dans le court terme pour eux. Catherine? Oui, je suis d'accord, c'est un calcul. Hein, c'est la personnification de cet agenda-là de sortir non seulement les immigrants légaux, mais ceux qui sont les pires criminels. Et là, ils se retrouvent avec justement ces nouvelles preuves et se déceler des mandats d'arrestation des cours fédérales qui listent des crimes qui sont franchement condamnables par tout le monde, le trafic même d'enfants, de femmes, avec de la preuve. Et Mme Bundy, c'est ça le spin, on appelle ça le spin politique. Elle dit il va venir ici aux États-Unis pour subir son procès. Donc, en même temps, ils reconnaissent les droits, même si c'est pas très beau à voir, de cet homme-là d'avoir un procès en cour de justice américaine. Et elle dit il est passible, je sais pas, je pense que c'est jusqu'à 10 ans de prison. Il va payer sa peine aux États-Unis, puis immédiatement, on va le retourner au Salvador. Mais bien évidemment, Pam Bundy ne sera plus là dans 10 ans. Là. On verra, mais il y a un spin certain qui a été établi de manière assez forte pour qu'elle fasse cette conférence de presse-là et qu'elle spin, c'est le mot, à l'avantage des républicains. On va parler de la relation entre le Canada et les États-Unis parce qu'il y a le G7 qui s'en vient. Mark Carney qui envoie des textos à Donald Trump. On a appris ça cette semaine. On essaie de s'entendre avant le G7, justement. Est-ce qu'on peut y parvenir, Michel? Je ne gagerai pas ma chemise ou mon hypothèque là-dessus, là. Évidemment que M. Trump est prêt à parler à M. Carney. Ils s'entendent, ils se connaissent. Maintenant, ils viennent de milieux financiers tous les deux. Mais ça ne veut pas dire que, pour autant, ça va vouloir être une entente sur tout ça. Mais M. Carney doit faire ces avances-là. 50% sur l'aluminium. Allez voir le dommage que ça fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Allez voir combien ça fait sur le domaine, sur les villes de l'acier au Canada, en Hamilton, puis dans ces villes-là. Alors, il faut que M. Carney fasse des avances. Est-ce que ça va donner quelque chose d'ici le G7? C'est un peu artificiel comme heure de tomber. Ce qui est important, c'est d'une part qu'ils se parlent et qu'à un moment donné, on puisse arriver à quelque chose. Raphaël? La réalité, c'est que même si on arrivait à la limite à quelque chose, dans 48 heures, dans 72, ça va tenir pendant combien de temps? La simple réalité, surtout lorsqu'il est question des tarifs, c'est que tant que M. Trump va demeurer président des États-Unis et que les tribunaux fédéraux américains n'auront pas davantage circonscrit, si même un jour ils le font, le pouvoir ou les pouvoirs présidentiels en matière de politique tarifaire, ces montagnes russes-là, elles vont continuer. Point barre. Sommet du G7 ou non, acier, aluminium ou à peu près n'importe quel autre secteur passible de passer par l'esprit du président américain. C'est simplement la réalité, je vous souhaiterais pour les prochains mois, pour ne pas dire pour les prochaines années à venir. Catherine? Pour moi, c'est un test de leadership pour M. Carney parce qu'il a fait l'élection en disant la seule raison pourquoi je me présente, c'est parce que cette crise-là avec les États-Unis, c'est moi qui est l'homme de la situation, je suis un deal maker et je vais réussir. Maintenant, il y a des moments de culmination en politique, une ligne dans le sable. Ils se sont parlé, ils se sont vus, on les a vus s'aimer, finalement, dans un petit bromance dans la Maison-Blanche. On peut appeler ça même parce que les autres, ils ont juste à chauffer. Ouais. Et maintenant... tout petit. Et maintenant, non, mais quand même, on regarde les images, c'est ça. Et puis maintenant, il s'en vient au Canada. Donc, il y a des moments comme ça en politique où on doit livrer, la machine doit livrer, le politique doit livrer, on doit en arriver à un règlement. Et c'est grave. C'est vrai, je suis d'accord avec mon collègue. C'est très grave, les tarifs de 50 aluminium-acier et ceux de 10 et ceux de 25 auto. On ne sait pas, le taux, ça pourrait être catastrophique pour l'Ontario, le bois d'œuvre, etc. Donc, pour moi, s'il ne réussit pas, c'est un gros échec pour lui. C'est un gros échec parce que c'est un moment fort comme ça. Il n'y en a pas toujours. Il n'y en a pas toujours des moments forts où ça culmine, puis on peut avoir ce qu'on appelle le FaceTime, le face-à-face avec le président américain, et où il doit se comporter un peu en adulte avec les autres pays du G7. Il y a des tractations qui se font sur le secteur de la défense et des investissements. Alors, il y a quelque chose là à aller chercher en retour. Il y a eu une loi qui est passée pour la frontière au sujet des immigrants et du fentanyl. Qu'est-ce que ça a donné? Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on fait confiance à M. Carney en ce moment.
je mets de côté ce qu'on est en train de faire pour renforcer l'économie canadienne. Sur les relations avec les Américains, il doit livrer quelque chose, sinon c'est un échec pour lui. Je ne dis pas que ce sera ça tout le long. Il a quand même réussi à amener l'Inde, on l'a su, oui, M. Modi qui va venir au G7, c'est très bien. Et il essaie de normaliser les relations avec la Chine. Je ne dis pas que c'est tout mauvais, mais c'est un grand, grand test pour lui. Et il le sait, Mark Carney, que c'est un test, Michel? Oui, il le sait. En même temps, je ne suis pas aussi sévère que Catherine là-dessus. On travaille avec la personne qui est devant nous, c'est le président Trump, et le président Trump, il change d'idée comme il change de chemise. Alors, je pense que les Canadiens comprennent ça aussi, que les tarifs sont arrivés sur l'aluminium et l'acier un peu de nulle part. Ils pourraient partir du jour au lendemain un peu de nulle part, mais ils pourraient revenir. C'est comme l'histoire du 51e État. C'est jamais terminé, cette histoire-là. On y revient toujours. Alors, M. Carney a quand même en sa banque un peu d'indulgence, pour revenir au vocabulaire catholique, là, sur les relations avec M. Trump. Il peut s'en permettre une coupe. Il n'y a pas de deadline finale, mais un jour, il va falloir que ça se règle. Et ça va être difficile, c'est sûr. Raphaël, en quelques secondes? En quelques secondes, et on n'a même pas vraiment encore commencé à parler de la renégociation de la CA. C'est ça. Bien, quoi qu'on ne connaît pas les textos, peut-être qu'on parle quand même de certains aspects de la CEUM, parce que ultimement, c'est ce qu'on veut comme entente, mais effectivement. Peut-être que M. Musk, lui, a vu les textos. Lui qui semble avoir vu plein de choses. Je pense qu'il ne voit plus beaucoup de textos. Non. Pour quelques jours, en tout cas. Si ça revient, on verra. Raphaël, Catherine, Michel, merci beaucoup. Merci. Bonne fête de semaine. Au revoir. Au revoir.